communication entrante. Est-ce que c'est bon? Ah, Arnaud, alors, est-ce que t'es bien arrivé autour de la Lune? Et j'espère que t'as pas trop le mal de l'espace. Poussée d'injection terminée. Orbite stable. Autant je me suis bien fait à l'impesanteur, autant j'aurais pas cru que retourner à la pesanteur me filerait la gerbe. Le mal de l'espace, on peut le choper à 2 moments. Une fois en impesanteur et une fois de retour à la pesanteur. Et j'en profite pour vous expliquer que si apesanteur et impesanteur sont tous les deux justes, on privilégie impesanteur pour qu'à l'oral, on ne confonde pas l'apesanteur et la pesanteur, qui sont contraires. Bref, le mal de l'espace, c'est jamais qu'un mal des transports. François, t'es encore là? Hein? Ah oui, je suis là. Bah alors vas-y, explique s'il te plaît. La cinétose, ou le mal des transports, c'est quand des informations de mouvement contradictoires arrivent à votre cerveau. Par exemple, quand vous êtes dans une voiture en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire elle va tout droit, sans accélération, votre proprioception, c'est-à-dire votre perception de votre organisme dans l'espace, et votre oreille interne vous disent que vous êtes immobile. Par contre, votre vue, elle vous dit que vous êtes en mouvement. Et ça, votre cerveau, il aime pas trop. Une des théories populaires sur le sujet, c'est que face à tous ces signaux contradictoires, le cerveau comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il interprète ça comme un potentiel empoisonnement. Et donc il se met à vomir, ou à déclencher des vomissements pour éliminer l'empoisonnement. C'est une théorie qui est séduisante, même si elle n'explique pas tous les mécanismes. Et dans l'espace, c'est à peu près le même principe. En impesanteur, votre cerveau est exposé à plein de contradictions. Votre oreille interne, elle est incapable de vous dire où est le haut et où est le bas. Rajoutez à ça toutes les aberrations visuelles, comme des objets qui flottent devant vous, le fait de voir la Terre défiler dessous vos pattes alors que vous avez l'impression de ne pas vous déplacer, et l'impression de voir les choses à l'envers alors que vous vous sentez tout droit, votre cerveau, il apprécie pas du tout. Ah, et voilà, là je te vois dans le grand angle. Ça va mieux ? Ouais, ça a commencé à aller mieux dès la fin de la poussée. L'avantage, c'est que le mal des transports, c'est réversible. Dès que votre cerveau cesse d'avoir des informations contradictoires, ça s'estompe. Ça prend un petit peu de temps, c'est un phénomène d'habituation. Cependant, les symptômes peuvent mettre un certain temps à disparaître. Et en parlant de ça, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, toi, non ? J'ai jamais eu le mal des transports. D'habitude, l'impesanteur me fait rien du tout et les fortes accélérations non plus. Ah bah oui, c'est complètement possible. Ça fait plusieurs jours que tu flottes dans ton habitacle, ton cerveau il s'est habitué à avoir une information un petit peu bizarre. Et tout d'un coup, tu allumes les moteurs, tu prends 2 jets dans la face. Globalement, ton cerveau il a trouvé ça relativement contradictoire au niveau sensitif. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des astronautes qui se portent bien à l'aller, mais se retrouvent avec des vertiges et la gerbe au retour sur Terre. C'est notamment pour ça qu'il leur est interdit de conduire, de faire du vélo, ou même simplement d'emprunter des escaliers les jours suivant leur retour. 5 minutes avant fenêtre de transfert vers orbite basse. Non, Hermès, annule la manœuvre, on va rester ici encore un peu. Manœuvre annulée. Merci. Rassure-moi Arnaud, tu m'as pas demandé que je t'appelle uniquement pour qu'on parle de gerbe en bagnole. Non. Aujourd'hui, on va parler des maladies de l'espace. Choper la gerbe est loin d'être la seule, mais c'est la plus connue, probablement parce que c'est la plus fréquente, mais aussi la première à s'être manifestée. Lors du tout premier vol habité, celui de Gagarine à bord de Vostok 1 en 1961, ce dernier n'a pas fait état d'une gêne particulière. Mais tout le monde n'est pas concerné. Et peut-être qu'il n'en a pas eu le temps vu que son vol a duré environ 1h30. Par contre, quand German Titov a volé à bord de Vostok 2 quelques mois plus tard, il a passé, lui, plus d'une journée entière en orbite. Et dès qu'il se retrouve en impesanteur, il ressent les premiers effets de ce que l'on nommera alors le mal de l'espace.
Au bout de sa 6e orbite, il décide, à la fois pour rassurer le personnel au sol et pour tenter de faire passer la gerbe, de prendre son repas, qui consistait en 3 tubes de pâtes nutritives. Et oui, c'est peut-être contre-intuitif, mais le mal des transports est plus fort quand on a le ventre vide. Bon, par contre, manger peut avoir 2 effets. Aider à aller mieux ou prendre des munitions. Et Titov a eu droit à la version numéro 2 puisqu'il a dégueulé dans la foulée. Il a ensuite essayé de dormir, mais ça n'a pas aidé. Il s'est réveillé dans le même état. Il finit quand même par aller mieux, au bout d'une journée, à une orbite du retour. Donc en gros, il aura eu la gerbe pendant tout le vol. Pas de bol. Bref, le mal des transports, finalement, c'est rien de neuf par rapport à ce qu'on connaissait déjà sur Terre. Bien avant les vols spatiaux, l'avion de la NASA destiné au vol parabolique était déjà surnommé le Vomit Comet. Quant aux dangers inhérents au vol spatial, on les a vus la dernière fois. Mais des dangers, il y en a aussi quand on prend la voiture, l'avion ou sa trottinette. Et il y a plus de gens qui meurent d'accidents de trottinette que d'accidents dans l'espace. Bon, en même temps, il y a quand même plus de gens qui prennent leur trottinette pour aller au boulot qu'un Soyouz, hein, on est d'accord. Un danger, c'est une chose. Un risque, c'en est une autre. Le danger de mourir dans un accident de voiture existe, mais on en diminue le risque en roulant doucement et en bouclant sa ceinture. Dans l'espace, c'est pareil. C'est le respect des procédures de sécurité qui fait que si le danger existe, le risque est contenu à un niveau acceptable. Mais maintenant, on va voir les effets du vol spatial sur le corps humain. Ceux qui apparaissent alors même qu'on fait super gaffe à garder les astronautes en pleine forme. Et pour ça, on va devoir principalement parler de 2 phénomènes, l'impesanteur et les rayonnements ionisants. L'irradiation, on l'a vu la dernière fois, elle reste sous des niveaux qui, a priori, n'ont aucune incidence sur la santé. La plupart du temps. Quand on parle d'irradiation, on pense généralement à cancer ou à maladie des rayons, qu'on appelle sinon syndrome d'irradiation aiguë. Le syndrome d'irradiation aiguë, c'est quand un organisme reçoit en une courte période une forte dose de rayons ionisants. C'est impossible au niveau naturel, c'est forcément un accident ou une exposition accidentelle. On trouve ça par exemple chez les rescapés d'Hiroshima ou de Nagasaki ou dans des accidents nucléaires. Et non, ils ne deviennent pas tous de Tchernobyl. Il y a pas mal d'accidents qui viennent soit d'erreurs de manipulation en labo, soit d'erreurs dans la chaîne de production du milieu nucléaire. Les rayons ionisants, ils altèrent l'ADN, et à forte dose, ils altèrent beaucoup l'ADN, plus que les cellules sont capables de réparer, et donc elles préfèrent mourir. On se retrouve donc avec un organisme où les cellules meurent sans se renouveler. Et donc on a des organes qui meurent les uns après les autres, et on a un organisme qui décède en quelques jours, voire quelques semaines. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous oriente vers l'excellente série Tchernobyl sur HBO. Mais même dans l'espace, le taux de radiation n'est pas suffisant pour déclencher un syndrome d'irradiation aiguë. Même si vous vous amusez à danser à poil sur la surface lunaire, vous ne déclencheriez pas de syndrome d'irradiation aiguë. Vous auriez d'autres problèmes, côté irradiation, ça irait. Par contre, quand on parle radiation, on parle également cancer. Et à faible dose, les radiations ionisantes peuvent altérer l'ADN sans autodétruire la cellule. Ça peut juste entraîner des mutations. Et ces mutations peuvent faire rentrer une cellule dans un processus de cancérisation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Comme Arnaud l'a dit la dernière fois, à bord de l'ISS, on observe des taux de radiation qui sont très en dessous des taux auxquels on commence à observer des problèmes pour la santé. Et les activités orbitales n'ont pas jusqu'ici montré d'augmentation du risque de cancer chez les vétérans des vols spatiaux. Alors, des cancers, non. Mais les radiations encaissées par les astronautes ne sont pas sans effet pour autant. Parce qu'il semblerait qu'elles puissent rendre miro. Ouais, alors en termes médicaux, on appelle ça la cataracte. La cataracte, c'est quand le cristallin, qui est la lentille de l'œil, perd de sa souplesse et devient opaque au fur et à mesure du temps. Depuis le début des vols spatiaux, les astronautes font état de flashs. De temps à autre, de manière totalement random, ils voient des flashs lumineux. Il a été établi qu'il s'agit de particules à haute énergie qui frappent leur rétine et génèrent un faux signal interprété par le cerveau comme de la lumière. En 2001, le docteur Francis Cuccinota du centre spatial Johnson de la NASA étudie les cas de 295 astronautes à la retraite. Et il observe une corrélation entre des doses de radiation reçues supérieures à 8 millisieverts, et je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un sieverts, et l'apparition de cataractes. Sur les 48 astronautes touchés, la majorité ont participé soit à des missions lunaires, soit à des sorties extravéhiculaires, c'est-à-dire les moments où on est exposé aux plus fortes doses de radiation.
À la suite de la publication de cette étude, il a été décidé de renforcer les protections de l'ISS. Autour des quartiers d'habitation, on trouve des panneaux en polyéthylène. Et les polyéthylènes réduisent significativement les doses reçues par ceux qui se trouvent en dessous, grâce a priori à la grande quantité d'atomes d'hydrogène qui s'y trouvent et qui aident à bloquer les radiations. De même, les stations au sol surveillent les niveaux de radiation en orbite. Si elles sont trop élevées, les astronautes sont confinés dans les endroits les plus protégés de la station. Mais c'est pas fini. En 2016, le physiologiste Michael Depp, qui travaille dans le département de nutrition de l'Université de Floride, publie avec son équipe une étude sur 42 astronautes, 35 hommes, 7 femmes. Parmi ces astronautes, certains ont passé plus de 15 jours en dehors de la magnétosphère. Il compare ça à un groupe de non-volants. S'ils n'ont pas observé une augmentation du taux de cancer, ils ont observé par contre une augmentation très significative, 4 fois supérieure à la normale, du taux de maladies cardiovasculaires. Et tous les décès ont été observés chez les hommes. D'ailleurs, Neil Armstrong est mort d'un problème cardiaque. Pour tenter d'expliquer cette différence, Delp et son équipe se sont intéressés à l'épithélium vasculaire de rats qui sont allés dans l'espace. L'épithélium, pour faire simple, c'est la paroi interne des vaisseaux. Son équipe a pu révéler des problèmes accrus au niveau de l'épithélium vasculaire des rats qui ont été exposés à des radiations. Comprenez que c'est indépendant de l'impesanteur. C'est pas le fait d'être allé dans l'espace qui pose problème, c'est le fait d'avoir été exposé à des radiations. Ils ont exposé des rats à des radiations et ils ont obtenu exactement les mêmes résultats. Concrètement, ces radiations ionisantes entraîneraient une inflammation chronique de l'épithélium vasculaire, ce qui entraînerait une obstruction ou une réduction du calibre des petits vaisseaux, entraînant une augmentation du risque d'infarctus du myocarde ou d'AVC. Toutefois, pour en revenir à nos astronautes, la dose de rayons gamma semble pas beaucoup différer entre les différents groupes d'astronautes. Par contre, ceux qui sont allés sur la Lune ont été exposés à des émissions de neutrons, ce qui n'arrive pas aux gens qui sont dans des vaisseaux un peu plus blindés que le LEM, ou alors qui sont dans la magnétosphère. Bon, tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes, on a des études avec des faibles échantillons, mais en gros, on pourrait penser que voyager en dehors de la magnétosphère, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ça va Arnaud ? Tranquille ? Ah ben moi ça va, j'ai le champ de force d'Hermès. Jusqu'à maintenant j'ai vu aucun flash lumineux, donc c'est que ça a l'air de marcher. Ouais, alors si j'étais toi, je ferais pas trop le malin parce que tu vas pas du tout échapper à la suite du programme. L'adaptation du corps humain à l'impesanteur est curieusement rapide. On a passé 4 milliards d'années à s'adapter à la pesanteur terrestre, ce qui fait qu'on a longtemps cru que la vie en impesanteur était impossible, mais 10 minutes passées en impesanteur, et les astronautes sont comme des poissons dans l'eau. Mais quand on commence à envisager des séjours un petit peu plus longs dans l'espace, on voit apparaître les premiers problèmes. Déjà en station debout, votre cœur il est relativement haut dans votre cage thoracique et dans votre organisme, ce qui fait que ça lui demande un petit peu plus d'effort pour pomper le sang qui vient de vos jambes. Mais en impesanteur, tous les fluides ils sont au même niveau, il n'y a pas de difficulté particulière à pomper. Et ça va prendre quelques jours à l'organisme à s'adapter. Donc le cœur il va pomper plus fort le sang qui va remonter à la tête. On va se retrouver donc avec des astronautes avec des bouffées de chaleur, une tête un petit peu bouffie, une température corporelle qui augmente un petit peu et qui peuvent présenter des migraines. Au bout de quelques jours, le corps il s'adapte, mais on observe quand même quelques modifications, comme une anémie, une perte de calcium et une tension artérielle pas toujours très stable. Rajoutez à ça qu'en impesanteur, l'air circule pas très bien, et donc la sueur s'évacue pas correctement. Et donc la régulation de la température se fait pas forcément de manière optimale, surtout pendant l'effort. Bon, j'avoue, heureusement que vous m'avez pas vu le premier jour, parce que j'étais un peu rouge et bouffi. Mais depuis ça va. Ouais, mais ça va encore. Les trucs les plus marrants ils commencent au bout de 1 ou 2 mois. Quand les séjours en impesanteur ils commencent à traîner un petit peu en longueur, on va observer 2 choses, une atrophie musculaire et une décalcification osseuse. L'atrophie musculaire, elle arrive par manque de sollicitation. Elle concerne principalement les muscles porteurs et les muscles de la stature, et donc les muscles vont s'atrophier. On va perdre du poids, et ce malgré les 3 heures d'exercice quotidien que pratiquent toutes les personnes à bord de l'ISS. La décalcification, elle est liée à un manque de gravité, à un manque de contrainte osseuse par la gravité. Et on va observer donc une perte de masse osseuse d'environ 2% par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, une femme ménopausée, ça perd 2% de masse osseuse par an. Et toi, t'as même pas de vélo d'appartement dans ton vaisseau. Et en plus de ça, tu peux observer tout un tas de modifications du système hormonal, avec une augmentation de la sécrétion d'adrénaline ou de cortisol par exemple, qui sont des hormones du stress. Stress lié au confinement, à l'isolement, à la perturbation du cycle veille-sommeil, et un affaiblissement relatif du système immunitaire. Le tout évidemment dans un vase clos, qui est un vaisseau spatial, avec toute une augmentation du risque de pullulation bactérienne et de champignons.
Pour l'affaiblissement du système immunitaire, par exemple, les personnes qui sont porteuses chroniques du virus de l'herpès voient dans 53% des cas une réactivation de ce virus lors de leurs voyages spatiaux. Et toi, t'as même pas de médecin à bord. Et n'y pense même pas. Ah mais je te rassure François, j'ai pas l'intention de rester en apesanteur trop longtemps. Faut que je renouvelle les stocks de bouffe, d'eau, et puis faut que je prenne l'air un peu de temps en temps, parce qu'à force, dans une boîte de conserve, c'est oppressant, quoi. Sans vouloir t'offenser, Hermès, hein. Je n'ai pas compris la question. Veuillez répéter. Ouais, laisse tomber. Puis les longs séjours dans l'espace n'ont pas que des influences néfastes, regarde. En l'absence de pesanteur pour tasser leur squelette, les astronautes passant plus d'1 an dans l'espace prennent en moyenne 10 cm. Bon, ils en perdent une bonne partie en revenant sur Terre, mais c'est plutôt cool. Ouais, alors tu te rends compte que ça sert absolument à rien, alors que le VIP, lui... François? Entrez en zone d'ombre. Ah merde. Bon, c'est pas grave, ça me fait une transition parfaite pour un autre aspect du vol spatial. L'isolement. Bon, les problèmes dus à l'isolement ou au confinement ne sont pas propres aux voyages spatiaux. Mais on notera quand même que là, au-dessus de la face cachée de la Lune, je suis à 400 000 km de l'être humain le plus proche. En cas de pépin, personne ne m'entend ni ne peut me venir en aide. Si j'étais en train de faire une traversée de l'Atlantique en solitaire, en cas de problème, je pourrais utiliser un canot de sauvetage ou une balise Argos. Mais ici, il n'y a pas de canot de sauvetage. Et personne ne peut me capter à la radio. Admettez que ça pourrait être oppressant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui feraient une crise de panique pour moins que ça. D'ailleurs, plusieurs astronautes ont admis ne pas avoir envie de se retrouver isolés dans le module de commande pendant les missions Apollo. Mais Michael Collins, pendant qu'Armstrong et Aldrin allaient se taper une promenade à la surface, a parlé de cet isolement comme d'une expérience extrêmement apaisante. Tiens, d'ailleurs, parlons d'Apollo 11, parce qu'un autre élément important à gérer, c'est le stress. Lors du premier alunissage, à quelques centaines de mètres au-dessus de la surface, l'ordinateur du LEM a donné une alerte de surcharge. En gros, il n'était plus capable de piloter le LEM. Ajouté à ça une panne de carburant imminente, Carl Armstrong, il a pris les commandes avec le plus grand des calmes et s'est posé en manuel. Mais attention, calme ne veut pas dire serein. Au moment de l'alunissage, son pouls accusait 156 et celui d'Aldrin 160. Les mecs étaient en stress total, mais ils ont su garder leur calme. Et des situations comme ça, il y en a eu des tétrachiers. Une autre très connue, c'est le cas d'Apollo 13. Vous connaissez la célèbre phrase de Jim Lovell. Ça, c'est les échanges entre Apollo 13 et Houston. Remarquez le calme des dialogues. Je vous rappelle qu'un réservoir d'oxygène vient d'exploser en envoyant le vaisseau culbuter cul par-dessus tête pendant que les alarmes s'allumaient les unes après les autres. Mais dans le cas d'Apollo 11, d'Apollo 13 et de toutes les autres missions qui ont rencontré des problèmes, et croyez-moi, ça serait long d'en faire la liste, c'est le sang-froid de l'équipage qui leur a permis de prendre des décisions qui leur ont sauvé la vie. D'ailleurs, c'est pas comme si j'avais pas parlé de Leonov et Parmitano la dernière fois. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en cas de danger, la panique n'est jamais la bonne solution. La panique, ça vous empêche de prendre des décisions rationnelles. Quand ça vous empêche pas de prendre des décisions tout court. Et dans une situation d'urgence, le seul moyen de s'en sortir sans casse, c'est de prendre les choses en main. Autant dire que c'est pour ça que les premiers astronautes étaient des pilotes d'essai. Parce qu'ils étaient habitués aux situations d'urgence et aux prises de décision sous pression. Et aujourd'hui, les astronautes apprennent eux aussi à exécuter leur procédure le cul sur des charbons ardents. D'ailleurs, je vais vous dire, on n'a pas besoin d'être astronaute pour ça. J'y ai eu droit aussi pendant ma formation de pilote. Tous ceux qui sont passés par là le savent, à un moment, sans prévenir, l'instructeur coupe les gaz et te dit de te démerder sans moteur pour voir comment tu t'en sors. Et c'est qu'une fois que tu as exécuté toutes les procédures et que tu es à 2 doigts de te poser dans un champ, qu'il remet les gaz et te dit de repartir. Un jour, j'ai pété une durite d'huile en vol. Et sans huile, un moteur, ça fait pas long feu.
J'ai donc dû mettre le moulin au ralenti pour pas le casser et me poser en planant. Par chance, j'étais pas très loin d'un terrain d'aviation, alors j'ai réussi à m'y poser. Plutôt que de paniquer, j'ai respecté les procédures d'urgence et je suis encore là pour vous raconter cette histoire aujourd'hui. Quelle que soit la situation ou l'urgence, la panique n'est jamais la bonne solution. Et ça, quand on est astronaute, on a plutôt intérêt à l'intégrer parce que des situations d'urgence, on va en rencontrer un paquet dans sa carrière. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas les nerfs assez solides, vous ne passerez pas le processus de sélection. Mais attention, le stress n'est pas la seule forme de pression à laquelle sont soumis les astronautes. Un autre gros problème dans l'espace, c'est l'isolement et la promiscuité. Ok, de prime abord, ça a l'air contradictoire. Mais le problème, c'est l'isolement par rapport au reste du monde. L'impossibilité de ne serait-ce que mettre le nez dehors pour respirer un peu d'air frais. Et la promiscuité avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer d'aussi près. Les équipes formées pour aller ensemble dans l'espace voient leur compatibilité de caractère étudiée de près avant le départ. Et globalement, les prétentieux, les susceptibles et les agressifs sont éjectés de la sélection parce qu'on sait d'avance qu'ils vont poser des problèmes. Putain, ça ferait quand même un sacré paquet de recalés dans les commentaires YouTube. Mais ça veut pas dire pour autant qu'un mec introverti et calme supporterait la promiscuité. En 2017, Thomas Pesquet a reconnu que durant un vol vers l'ISS en Soyouz, à 3 dans un espace exigu où on peut à peine bouger, et où il faut parfois rester 2 jours entiers, si t'es pas psychologiquement un peu fort, tu pètes un câble. La sélection des astronautes et la préparation psychologique de ceux qui ont été pris ne permet pas d'éviter les situations de friction inévitables en cas de forte promiscuité. Par contre, on leur apprend à gérer les conflits, à négocier et à les désamorcer, plutôt que de se foutre sur la gueule avec tout ce que ça représente en termes de danger. Au début des missions Skylab, la NASA considérait que le meilleur moyen pour que les astronautes oublient la promiscuité, l'isolement ou simplement qu'ils aient le blues, c'était de les abrutir de travail. Mais lors de la mission Skylab 4, en 1974, Houston a envoyé à l'équipage une liste de tâches tellement dense que certaines devaient être effectuées pendant les repas. Donc le commandant, Gerhard Karr, les a appelés pour leur dire que l'équipage se mettait en grève. Le contrôle au sol a alors dû leur accorder du temps libre en reconnaissant par la même occasion que c'était nécessaire pour pas péter un câble. Pour tout ce qui relève de la psychologie, la NASA a créé en 1997 le National Space Biomedical Research Institute, dont le but est d'étudier les problèmes que pourrait présenter un voyage au long cours, comme par exemple un voyage vers Mars. Mais on étudie aussi la gestion des traumatismes et on y cherche des solutions pour réaliser des opérations chirurgicales en apesanteur et à des millions de kilomètres de la Terre. Arnaud, mais putain de bordel à vide, pourquoi ça marche pas? Ah, on a récupéré la connexion. Oui, François, je t'entends. Ouais, on a été coupé un petit peu sans prévenir. J'étais en train de te dire que grandir de 10 cm ça sert pas à grand chose, surtout quand ça risque de te faire perdre la vue. En 2005, John Phillips a passé 6 mois dans l'ISS. Au départ, il était parti avec 10 sur 10 d'acuité visuelle. À son retour, il était à 2 sur 10 d'acuité visuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, à 10 sur 10, on est capable de lire des lettres de 7 mm environ à 5 mètres. À 2 sur 10, les lettres font 35 mm pour pouvoir les lire correctement. L'école Miller de médecine de Floride s'est un petit peu penchée sur la question et a mis en évidence un syndrome, le syndrome VIIP pour Visual Impairment Intracranial Pressure Syndrome. On a vu qu'en apesanteur, les fluides avaient tendance à migrer vers le haut du corps, ce qui augmente la pression intracrânienne, et cette pression va appuyer sur les yeux. Les yeux vont avoir tendance à donc se déformer, à s'aplatir à l'arrière, et ça va déplacer la rétine qui ne fera plus le point au bon endroit. En gros, il est devenu hypermétrope, et ça toucherait environ 80% des astronautes à divers degrés. Le truc, c'est que la pression intracrânienne, elle revient relativement rapidement à la normale une fois de retour sur Terre. Et sur Terre, on a un peu du mal à tester la microgravité pendant très longtemps, ce qui fait qu'on ne peut pas étudier trop ces phénomènes sur la durée. Le problème, c'est qu'en orbite, pour étudier ces phénomènes, il faut faire des ponctions lombaires ou des trépanations, ce qui est relativement chaud en apesanteur. Et ce qui pose une autre question, c'est comment faire des gestes techniques un petit peu complexes, comme de la chirurgie, en apesanteur. Et pour éviter ça, la solution actuellement envisagée est d'installer une petite centrifugeuse à bord des vaisseaux spatiaux pour faire redescendre le sang des astronautes dans leurs jambes.
Mais si on a tous déjà vu une gigantesque roue de hamster dans une œuvre de SF, sachez que cette solution pose bien trop de problèmes technologiques au regard du bénéfice apporté par une simple petite centrifugeuse à peine plus grande qu'un homme. Mais bon, tout ça, c'est pas un problème. Si je passe pas plus de quelques semaines dans l'espace, je suis tranquille. Ouais, on va relativiser un tout petit peu. Astronaute, c'est pas si impactant que ça sur la santé par rapport à certaines activités terrestres. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas soumis exactement de la même façon à la pesanteur. Il y a pas mal d'activités physiques ou professionnelles sur Terre qui sont beaucoup plus délétères pour l'organisme humain, principalement liées au port de charge. Il y a des choses qui abîment beaucoup plus les articulations ou le dos par exemple du fait du port de charge répétitive. En 2015, Scott Kelly est parti pour un voyage de 520 jours dans l'espace alors que son frère jumeau est resté au sol. Ils ont subi tout un tas d'examens avant, pendant et après le vol de Scott pour voir les différences physiologiques que font sur l'organisme un vol spatial. Alors on a bien constaté quelques changements dont certains un petit peu bizarres comme l'allongement des télomères de Scott. Globalement, les télomères, c'est l'extrémité non codante des chromosomes. On associe généralement la longueur des télomères à la longévité. Plus ils sont longs, plus une cellule pourrait vivre longtemps. Et on a observé que pendant les vols spatiaux, les télomères avaient tendance à s'allonger. Donc, est-ce que le vol spatial pourrait être une nouvelle cure de jouvence ? Manifestement non, puisque au bout de 48 heures, sur Terre, ils ont tendance à revenir à la normale. Ça pourrait tout aussi bien être dû à son exercice physique rigoureux ou à son alimentation hypocalorique lors de son séjour spatial. Chris Mason, du Mason Lab, parce que le mec a un laboratoire à son nom, a étudié le génome des deux jumeaux et il s'est rendu compte que Scott avait des centaines de mutations génétiques. C'est un phénomène naturel d'avoir des mutations génétiques, même sur Terre. Sauf que Scott, il en avait considérablement plus que son jumeau. Bon, 93% de ces mutations sont revenues à la normale une fois qu'il est revenu sur Terre. Ce qui n'a pas empêché les journaux américains de titrer que Scott n'était plus le jumeau de son jumeau parce que 93% de son génome avait changé. Parce que, pourquoi pas ? Sachant qu'on a un tiers de notre génome codant en commun avec la banane, imaginez la gueule de Scott s'il ne lui restait plus que 7% en commun avec son frère. Donc à part des télomères à rallonge et une production de collagène un petit peu différente, la majorité des modifications qu'on a observées chez Scott peuvent être expliquées par autre chose que son vol spatial. Et de toute manière, elles sont revenues quasiment à la normale très rapidement après son retour sur Terre. Dans les tests qui se sont révélés sans effet notable, on a par exemple le test de performance cognitive où on n'a pas constaté de différence notable, ou la réaction au vaccin contre la grippe, qui marche aussi bien au sol que dans l'espace. Donc en résumé, le vol spatial, c'est plein de dangers, mais avec des risques modérés. Bon, en tout cas pour le vol en orbite basse et éventuellement de brèves escapades jusqu'à la Lune, et avec un équipage surentraîné, en pleine forme, et paré à faire face à toute éventualité. Bon alors, tu comptes rester là-haut toi ? Ah bah tant qu'il y aura des conneries, il y aura des bovis dans mon démodulateur, et du jus dans les moteurs d'Hermès. Je n'ai pas compris la question. Veuillez répéter. Laisse tomber, laisse tomber. Ah et puis non, tu sais quoi, Hermès, programme-moi un changement de périapside. C'est bon, je suis requinqué, on descend à 100 km d'altitude. Maintenant qu'on est là, on va faire un peu de tourisme. Fenêtre de manœuvre optimale dans 18 minutes. Confirmez-vous le changement de périapside? Bien entendu. Non mais en vrai, évidemment que je viendrai bien avec toi un jour. Ah bah quand tu veux. Mais en attendant, tu peux toujours lever les yeux au ciel et guetter l'astronogeek. Ah mais si, il a osé. Il a osé. Je n'arrive pas à croire que t'aies réussi à sortir une connerie pareille.